Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 16 décembre 2021, au lendemain de la décision de la Réserve fédérale américaine. On va débriefer sur le sujet, mais d'abord on va parler un petit peu des indices européens, qui ont terminé la séance de mercredi en ordre dispersé, avec un DAX et un CAC 40 en légère hausse, qui gagnent respectivement 0,2% et 0,5%. Le FTSE a quant à lui reculé de 0,6%. Alors visiblement, hein, pendant la séance européenne, les investisseurs ne souhaitaient pas s'exposer euh, avant la réunion. On a pris connaissance de certaines données, hein, notamment le taux d'inflation global au Royaume-Uni, qui a atteint un sommet de 10 ans à 5,1% le mois dernier et qui a dépassé largement les estimations des analystes qui tablaient pour 4,7%. À Wall Street, à présent, les indices ont réussi à effacer leur baisse de début de séance après que la Fed a annoncé qu'elle doublait le rythme de son tapering pour le porter à 30 milliards de dollars par mois, ce qui lui permettrait de l'achever en mars 2022 et donc d'ouvrir la voie à 3 hausses de taux d'intérêt d'ici la fin de l'année 2022. Donc, euh, elle a également exprimé des inquiétudes quant à la persistance de l'inflation élevée dans un contexte de reprise régulière du marché du travail. Alors, des données publiées juste avant ont montré que les ventes au détail américaines ont légèrement augmenté en novembre, les dépenses de consommation ont ralenti en raison de la hausse des prix et les prix à l'importation et à l'exportation ont continué d'augmenter à un rythme soutenu. Sur le marché des matières premières, on notera le pétrole qui a augmenté après le rapport de l'EIA, qui a fait état d'une diminution des stocks à hauteur de 4,584 millions de barils la semaine dernière. C'est la troisième semaine consécutive de baisse et c'est donc largement en dessous des projections des analystes qui tablaient pour une baisse de seulement 2,082 millions, donc plus de deux fois plus, hein, en réalité. On notera l'or et l'argent qui ont chuté suite à la décision de la Réserve fédérale américaine, mais les acheteurs ont repris la main, visiblement, sur le marché des marchés des métaux précieux, euh, et notamment pendant la conférence de presse, hein, de Jérôme Powell. Et on va le voir, d'ailleurs, une configuration très intéressante sur le silver qui pourrait laisser entendre une réelle reprise haussière des métaux précieux. On va en parler. Le Bitcoin a quant à lui testé la résistance à 49 000 dollars. L'Ethereum a sauté au-dessus du seuil psychologique à 4 000 dollars. Et on va parler aussi du Dogecoin, hein. On a eu une hausse du Dogecoin suite à un tweet d'Elon Musk. Elon Musk avait soutenu, hein, le Bitcoin toute cette année, qu'il avait à un moment délaissé pour le soutenir à nouveau. On va en parler un petit peu, hein. On va parler de cet effet Elon Musk, de ces entre guillemets manipulations d'Elon Musk sur Twitter. Alors pourquoi parler de manipulation? Parce qu'il faut noter quand même que Tesla gagne plus d'argent en vendant des bitcoins qu'en vendant des voitures électriques. Donc bon, ça laisse, ça nous permet d'imaginer effectivement qu'il y a derrière tout cela peut-être une volonté de manipuler les crypto-monnaies. On en reparle un peu plus tard. On passe tout d'abord sur les indices boursiers pour constater cette hausse, hein. Vous voyez le CAC 40 qui s'était replié. On était sorti par le bas de notre zone de range. On l'a réintégré. Maintenant, on est sous la résistance. On y est enfin. On est sous ces 7060 points, cette résistance que l'on attend, on attend qu'elle soit franchie, hein, depuis un petit moment. Je vous rappelle qu'on s'est basé sur ce gap pour définir cette zone qui a servi de range au cours du CAC 40. Donc on est en train de combler le gap, celui-ci à l'heure actuelle, peut-être pour un redémarrage à la hausse et il faut casser les 7060 pour aller chercher les récents records historiques. Le DAX soutenu par son nuage, hein. Vous voyez, on n'en est pas sorti de ce nuage. On a testé le bas, on a réintégré, maintenant on en sort par le haut. Et vous voyez, en données intraday, on a toujours cette projection d'Osoda, franchissement de la Kijun journalière. Je vous rappelle que j'ai superposé la Kijun journalière à ce graphique H4. Et donc ici, ce point que l'on avait marqué avant-hier, c'est très exactement ce niveau-là qu'il faut casser. 15 838 points pour espérer aller chercher les 16 240, la projection V de cette vague haussière. Le Nasdaq, très belle remontada également, rebond sur le nuage en données journalières. On le voit, on a clôturé, hein, au niveau du retracement de Fibo à 61,8% hier, hein. Vous voyez, c'était assez précis. En données intraday, c'est beau aussi.
Pourquoi? Parce que plusieurs éléments donc ici, on va faire le raisonnement classique. Très souvent, on se base sur plusieurs outils techniques, hein. Je vous rappelle que l'analyse technique est une boîte à outils et on sélectionne les outils dont on a besoin selon les configurations, hein. C'est comme lorsque l'on bricole, par exemple. On va sélectionner les outils dont on a besoin selon la tâche que l'on veut effectuer. C'est la même chose pour l'analyse technique. Et ici, plusieurs outils nous donnent des signaux haussiers pour le Nasdaq. C'est pour ça qu'on va prendre un peu plus de temps et on va attendre peut-être une dernière confirmation. Premier signal que l'on a eu, c'est la sortie de nuage, juste ici. Sortie de nuage, très bien, mais on n'a pas eu à ce moment-là de validation. La validation est en train d'intervenir. Vous voyez, la lagging span est en train de se dégager. Donc ici, d'un point de vue théorique, on a un premier signal d'achat qui nous est donné par Ishimoku, très exactement ici, un signal qui est validé à ce niveau-là, en ce moment même, par la lagging span. Premier signal. Deuxième signal, on a eu ici la cassure de cette moyenne mobile de 100. Donc on parvient peut-être enfin à s'installer au-dessus. Mais la dernière fois, vous me direz, on a également eu une cassure de la moyenne mobile de 100 et pourtant on n'a pas eu une reprise haussière. On a eu donc un retour à la baisse. Et c'est pour ça que cette fois-ci, on va attendre la sortie par le haut de ce triangle symétrique. Petit rappel technique de chartisme, un triangle symétrique, ça pourrait même être un triangle haussier. Et ça change tout. Pourquoi? Parce qu'un triangle symétrique ne nous indique pas le sens de sortie. Lorsque l'on a un triangle symétrique, comme ceci, si on casse la borne supérieure, c'est un signal d'achat. Si on casse la borne inférieure, c'est un signal de vente. Mais tant que les cours sont à l'intérieur de la figure, on n'a aucune indication sur le sens de sortie. C'est très différent pour un triangle ascendant. Et là, je pense qu'on peut considérer que c'est un triangle ascendant parce qu'on en sort par le haut. Un triangle ascendant ou descendant, on va casser le niveau horizontal. On va sortir par le niveau horizontal, selon la théorie. Donc, c'est ce que l'on va attendre ici pour envisager des perspectives haussières éventuellement. On peut même s'amuser à tracer ici une projection d'Osoda, étant donné qu'en sortie de figure chartiste, ça fonctionne très bien. Et là, voilà, et là c'est bien un E, hein. Vous voyez, on retrace plus de 50% du mouvement. C'est un E qu'on va chercher. Et on a un très bel objectif, normalement 17 290 points. Donc je trouve cette configuration très intéressante. Je pense que si on venait à casser cette borne supérieure de notre triangle ascendant, le premier niveau à aller chercher, bien entendu, ce sera ce seuil, le récent record historique, pardon, et qu'éventuellement, après, on pourrait poursuivre en direction des 17 290 points. Donc voilà pour le Nasdaq, une configuration que je trouve très intéressante, avec deux signaux d'achat, un signal Ishimoku, un signal qui a été donné suite à la cassure de la moyenne mobile de 100, mais on s'en méfie tout de même, on l'a cassé récemment, et on s'est heurté à cette résistance. Donc cette fois-ci, si on casse cette résistance, on pourra envisager une poursuite haussière. S&P 500, on est de retour sur les records, c'est chose faite. Maintenant, il reste à poursuivre cet élan haussier. Alors ici, vous l'aurez compris, cette projection d'Osoda ne fonctionne plus, mais heureusement, on va l'étendre parce que décidément, finalement, pardon, cette vague est plus conséquente que ce que l'on avait imaginé au début. Et on va essayer de voir quel type de projection nous avons ici. Nous avons une première vague AB de 238 points, une vague BC 120 points. Et donc, ici, je pense qu'on peut estimer que c'est une vague N. Alors, on en voit assez rarement, mais ça m'a l'air plutôt précis parce que il va falloir que je vérifie. 238 points. Ici, concrètement, on peut estimer que c'est une projection N. 123 multiplié par 2, ça fait 246. Et on a 238. À quelques points près, on peut estimer que ça représente 50% de la hausse. Donc ici, on va appliquer une projection N qu'on utilise assez rarement, mais nous en avons enfin l'occasion et ça nous donne un objectif à 4850 points environ. Voilà pour le S&P 500. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on a des objectifs vraiment concrets. Le Dow Jones
également en route hein, pour ces récents sommets. Vous voyez, on est en train de s'installer au-dessus des 35 800 points. Ne manque plus qu'à franchir ce niveau, le récent sommet de court terme à 36 120 points qui ouvrirait la voie aux 36 439 points. Voilà pour les indices. On va passer à présent sur les crypto-monnaies. On va commencer par discuter justement de ce qu'on a, de cette hausse hein, du Dogecoin, parce que effectivement ici on a eu une réelle manipulation, si je puis dire. Voici le Dogecoin en données 1 minute. Hein, et donc ce tweet, Elon Musk a tweeté le 14 décembre 2021 à 11h34, il y a 2 jours. C'est un tweet d'ailleurs que je vous ai partagé sur le Twitter d'XTB France. 11h34 très exactement à l'heure du tweet, vous voyez la hausse considérable et vous voyez ici comme on a gagné 38% en 1h20 sur Dogecoin. Alors qu'au même moment, les crypto-monnaies étaient sous pression. Hein, le Dogecoin était le seul à décoller. Donc ici, on peut dire clairement hein, que c'est un impact direct hein, de ce tweet d'Elon Musk. Elon Musk avait fait la même chose sur le Bitcoin pendant notamment le printemps 2021 jusqu'à l'été. Hein, vous savez, lorsqu'il a annoncé tout d'abord qu'il acceptait le Bitcoin, que Tesla allait accepter le Bitcoin. Par la suite, étant donné la consommation électrique du Bitcoin et donc son empreinte carbone, il a fait marche arrière pour après annoncer que finalement il allait accepter à nouveau le Bitcoin. Donc autant vous dire, et encore j'ai résumé la situation, qu'il a créé pas mal de mouvements hein, sur le Bitcoin pendant plusieurs mois. On va le voir immédiatement. Voici, bon, voilà, je vous ai fait un petit graphique, ça nous permet de voir un petit peu cet effet Elon Musk à travers Twitter sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin précédemment, et à l'heure actuelle, c'est sur le Dogecoin. On a vu l'effet du 14 décembre, un simple tweet d'Elon Musk sur le Dogecoin, et on va voir ici sur le Bitcoin ce qui s'était passé. On avait eu en début d'année 2021, voilà, c'était fin janvier, il avait ajouté Bitcoin à sa bio Twitter, à la description de son Twitter. Il n'en a pas fallu plus pour créer un engouement vers le Bitcoin. Et vous voyez ici, donc, on a eu une reprise haussière. Il a par la suite annoncé fin mars 2021 que Tesla acceptait le Bitcoin, ce qui nous a envoyé vers des records historiques. On a gagné 30%. Par la suite, on a eu un repli hein, du Bitcoin, des crypto-monnaies d'une manière générale. Et ici, vous voyez, le 13 mai 2021, il annonce que Tesla n'accepte plus le Bitcoin. On voit très bien les conséquences. Hein. On a perdu 40% après ce tweet. Mais il a donc aggravé la situation. Vous voyez, on a un beau gap baissier ici sur le Bitcoin. Et à ce moment-là, pourquoi un tel gap baissier avec une clôture clairement dans le rouge? Tout simplement parce qu'il a suggéré que Tesla avait vendu les bitcoins qu'elle détenait. Par la suite, il déclare que Tesla n'a pas vendu les bitcoins, donc la baisse est limitée. Hein, vous voyez, on aurait pu accélérer davantage. Il va commenter ensuite sur Twitter, il va tweeter hashtag Bitcoin avec un émoticône de cœur brisé. Vous voyez la conséquence, hein, on a perdu près de 20% sur le Bitcoin. Ici, il annonce à nouveau, le 11 juin 2021, que Tesla accepte le Bitcoin et on gagne 15%. Donc, autant vous dire que Elon Musk est très habitué de ce genre de choses. Hein, c'est un peu... c'est un peu l'origine du mal hein, a été Donald Trump, qui était donc le professionnel le plus fort pour manipuler les marchés, pour exercer une pression maximale dans sa politique, notamment pendant la guerre commerciale contre la Chine. Il a fait également baisser pas mal de valeurs, il a fait augmenter des valeurs. Je pense notamment à SoftBank en décembre 2016, lorsqu'il a salué un investissement aux États-Unis de SoftBank, un investissement de je ne saurais pas vous dire combien, mais qui devait aboutir à la création de 50 000 emplois. SoftBank avait gagné 12%. Donc les manipulations de marché à travers Twitter, c'est une réalité. Actuellement, c'est Elon Musk hein, qui le fait le plus régulièrement et principalement sur les crypto-monnaies. Voilà pour cette petite parenthèse d'aujourd'hui. Concrètement, on en est où sur le Bitcoin? On est toujours sous le nuage en données H4. Toujours sur le nuage en données H4 et donc il faut attendre de franchir les 50 450 $ pour espérer enfin aller chercher les 53 000 $, voire le seuil psychologique à 60 000. Mais on reste encore en danger hein, sur les crypto-monnaies. Ici, c'est le scénario haussier et il faudrait, vous l'aurez compris, franchir ce nuage. On n'y arrive pas depuis assez longtemps, donc il faudrait peut-être un catalyseur. Vous voyez, ça fait depuis
le 8 décembre qu'on est sous ce nuage et qu'on ne parvient pas à le franchir. L'Ether. Alors l'Ether repasse au-dessus du seuil psychologique des 4 000 $. On est toujours à l'intérieur du nuage en données journalières. Il y a du chemin encore à faire. Il faut franchir ce nuage, hein. Beaucoup d'institutions sont très optimistes, hein, pour les crypto-monnaies. Certains parlent même d'un Bitcoin à 100 000 $ prochainement. 2022 devrait être l'année des crypto-monnaies. Peut-être même l'année de l'Ethereum avec l'explosion des NFT, ces non-fungible tokens, mais également de la finance décentralisée. Le Dogecoin, on en a parlé, très intéressant de voir tout de même, hein, qu'on a clôturé très précisément au niveau de cette oblique baissière qui reliait les derniers sommets, hein, précédemment, un niveau que l'on avait franchi pour finaliser cette vague haussière avant de repasser en dessous, hein. C'est ce qui a fait résistance le jour du tweet d'Elon Musk. Voilà pour les crypto-monnaies, on s'est un peu attardé aujourd'hui pour parler d'Elon Musk parce que effectivement c'est quelque chose d'assez récurrent avec lui. Vous voyez le gold, dans un premier temps hier, suite à la réserve fédérale américaine, on a eu une première réaction baissière. Alors ici, c'était un petit peu un piège parce que le fait de passer sous les 1760 $, ça nous donnait un signal de vente pour aller finaliser cette projection de soda à 1729 $ l'once. Mais on s'est retiré pour clôturer à ce niveau-là, en hausse. C'est pour ça qu'il faut attendre la clôture des bougies pour estimer que l'on a un signal. Et là, on est complètement dans le sens inverse et on pourrait évoluer davantage vers le seuil psychologique des 1800 $ l'once. Techniquement parlant, il n'y a pas grand-chose d'haussier, hein, ici, à part la dynamique des cours. Mais sur le silver, c'est beaucoup plus... euh, ça va nous donner beaucoup plus d'idées haussières notamment. Ici en données H4, la seule chose que l'on pourrait dire éventuellement, c'est qu'on pourrait avoir une sortie de nuage par le haut et une validation de signal qui pourrait intervenir assez rapidement à 1790 $. Mais ici, c'est pas un réel signal parce que dès que le signal sera validé, après on aura pas trop loin, on aura un seuil psychologique majeur, les 1800 $ l'once. Donc je pense que le réel signal, hein, serait de passer au-dessus des 1810 ici, donc au-dessus de ce sommet intermédiaire qui date du 26 novembre. Par contre, sur le silver, les perspectives sont beaucoup plus haussières. On va faire un petit point sur le silver. Vous voyez ici, on pensait avoir une épaule tête-épaule inversée. Elle a été invalidée, hein. On a la première épaule, la seconde épaule, la tête. On avait cassé la ligne de cou, mais on a invalidé dans la foulée. Finalement, le marché est allé nous dessiner autre chose. Vous voyez, si je remonte un petit peu cette droite ici, au niveau du retracement de 50% par exemple, et donc j'étends cela ici, je vais retirer Ishimoku pour une meilleure visibilité, et vous voyez, on pourrait avoir ici la formation d'un double creux. Un double creux pourrait être en formation sur le silver. Figure de retournement, double bottom, voici le premier creux, voici le second creux. Et donc pour cela, bien sûr, il faut aller chercher la ligne de coup, hein, pour terminer la formation de cette figure, la casser, et ensuite on pourrait éventuellement repartir à la hausse pour aller chercher les 28,72 $ environ. Donc très intéressante cette configuration chartiste sur le silver, une configuration pardon, en double creux. Donc on a pensé au début à une épaule tête-épaule inversée ici, mais finalement c'est un double creux que semble nous dessiner le silver. Le pétrole WTI, toujours rien à signaler, on n'a pas cassé la quille jaune, on n'est pas passé au-dessus de B pour espérer aller rallier les 76 33, donc rien à signaler ici, rien à signaler sur le gaz naturel. Cacao, c'est bon, hein, vous voyez, on s'est confronté au nuage, c'est la résistance. Maintenant on attend un petit peu, il faut soit le traverser, soit casser la quille jaune pour avoir un nouveau signal. Si on casse la quille jaune, c'est un signal de vente et on peut espérer retourner à ce niveau-là. Si on franchit le nuage, c'est un signal d'achat, et donc la résistance à aller chercher se situera aux alentours des 2700. Voilà pour le cacao. On va passer à présent sur le compartiment, sur le marché d'échange. Alors le marché d'échange, ça reste toujours mitigé, hein, malgré la réserve fédérale américaine, même si j'ai toujours un biais baissier sur l'euro-dollar. Alors on est en train de perdre du terrain, hein, sur le dollar. On est allé marquer un pic à ce niveau-là, et on est en train de se replier peut-être pour aller chercher la quille jaune. Concrètement ici, en données H4,
on a un nuage en support. Vous voyez, on attendait la sortie par le haut, hein, dernièrement, la dernière fois qu'on a abordé le billet vert, sortie par le haut de ce range, on l'a eu finalement, on est allé marquer un pic, on se replie assez rapidement à l'heure actuelle, et donc l'euro-dollar euh, parvient à progresser quelque peu, hein, ici. Pour ça, je vous ai dit, il n'y a pas énormément de changements à ce niveau-là. Donc, les perspectives baissières pour l'euro-dollar ne sont toujours pas invalidées. Pour les invalider, il faudra passer au-dessus des 1,1380. Donc, c'est toujours d'actualité. Je vous rappelle qu'on a un objectif ici à 1,10 pour l'euro-dollar. L'euro-dollar en données H4, hein, on est en train de franchir ici le nuage par ce twist. GBP-USD, on a rebondi sur notre support à 1,3180. Donc on repart de plus belle avec peut-être pour cible les 1,3420 pour le câble. Donc voilà, hein, grosso modo sur le marché d'échange. Sur ce, on met un terme à ce Good Morning Market. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre fidélité, pour votre attention. Je vous souhaite une excellente séance de trading, une très bonne journée. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.